Bien, bonsoir, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs. Cela fait presque un an que nous faisons face à la plus grave crise sanitaire de notre histoire récente. Cette crise, nous l'avons combattue ensemble en nous appuyant sur deux principes qui ont toujours guidé notre action. Notre premier impératif n'a jamais été négociable: protéger votre santé, réussir à soigner tout le monde, à tout moment, partout sur notre territoire. Cela veut dire aussi protéger notre système de santé en évitant l'engorgement des services hospitaliers et en aidant nos soignants qui accomplissent depuis des mois leur mission avec un dévouement et un engagement admirables. Je vais les voir très régulièrement sur leur lieu de travail, encore 2 fois cette semaine, d'abord pour les écouter, ensuite pour leur apporter l'entier soutien de l'État et de la Nation. Notre deuxième exigence, c'est le devoir de vérité. C'est la condition de la confiance, sans laquelle aucune mobilisation collective n'est possible. Car oui, face à ce virus, nous avons besoin de tenir ensemble et nous réussirons ensemble en nous appuyant sur la vigilance et l'esprit de responsabilité de chacune et de chacun de vous. Ce devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire de notre pays s'est dégradée au cours des derniers jours. Nous avons compté hier plus de 30 000 cas positifs, un chiffre que nous n'avions plus atteint depuis novembre dernier. Après plusieurs mois marqués par un plateau se situant entre 15 000 et 20 000 cas par jour, le virus gagne de nouveau du terrain depuis une semaine. Le virus progresse en France comme presque partout en Europe. Je pense à l'Allemagne, à la Belgique, aux Pays-Bas ou à l'Italie, même dans les pays qui ont confiné. Comme chez nous, il se passe quelque chose depuis quelques jours. Et dans tous ces pays, l'explication la plus évidente tient à l'apparition de cette nouvelle forme de virus que l'on appelle les souches variantes, dont nous mesurons la progression jour après jour. La plus répandue dans notre pays, vous le savez, est de loin celle dite du variant anglais, qui concerne désormais à peu près la moitié des personnes atteintes de la Covid en France. Ce variant, nous savons depuis la fin janvier qu'il se diffuse à bas bruit et qu'il est susceptible de produire, à un moment donné, une nouvelle flambée épidémique parce qu'il est plus contagieux. Avec le Président de la République, nous avons souhaité, le mois dernier, nous donner tous les moyens d'éviter un nouveau confinement que nous avions envisagé fin janvier sur la base de projections qui nous prédisaient une dégradation rapide et brutale de la situation. Cette décision s'est avérée la bonne. Elle nous a permis de gagner du temps. Or, ce temps est précieux car chaque jour, nous avons un peu plus de personnes vaccinées. Et pendant ce temps, notre activité économique ne s'est pas effondrée, nos commerces ont pu rester ouverts, nos enfants ont pu aller à l'école, dans les zones, bien entendu, qui n'étaient pas en vacances. Il faut imaginer qu'autour de nous, je pense au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, les enfants n'ont pas mis les pieds à l'école depuis plus de 2 mois. Grâce aux efforts de tous, nous avons, pendant plusieurs semaines, réussi à stabiliser l'épidémie. C'est une réussite collective que je veux saluer. J'entends également certains appeler à un confinement dur et immédiat dans l'espoir de nous débarrasser une bonne fois pour toutes du virus. 4 semaines et puis on est débarrassé. Malheureusement, notamment en raison de la propagation des variants, c'est loin d'être aussi simple. Voyez d'ailleurs que les confinements très durs auxquels ont procédé certains de nos voisins ne leur ont pas permis d'atteindre l'objectif zéro Covid. Un confinement peut être nécessaire, mais il n'est jamais anodin. Il signifie des fermetures de commerces, la fermeture des écoles, des limitations drastiques des déplacements. J'observe d'ailleurs que beaucoup de ceux qui appellent au confinement en général se disent très souvent, quand on les interroge plus précisément, opposés à chacune de ces modalités. Il faudrait confiner mais sans fermer les commerces, sans fermer les écoles, sans rétablir l'attestation de déplacement. Le confinement est ainsi un levier auquel nous devons recourir quand on ne peut pas faire autrement. Il faut le faire à bon escient, au bon moment et dans la bonne mesure. Il faut tout faire pour le retarder, pour laisser à la vaccination le temps de produire des effets. Notre objectif reste toujours le même. Traverser cette crise qui se prolonge en sauvant le maximum de vies, en protégeant nos hôpitaux, mais aussi autant que nous le pourrons,
en préservant nos modes de vie, notre économie, l'éducation de nos enfants. La recherche de ce juste équilibre, de ce difficile équilibre, a toujours été et restera la colonne vertébrale de notre action. C'est pourquoi notre choix de ne pas confiner a une contrepartie. Être extrêmement réactif aux premiers signes de reprise épidémique. C'est ce que nous avons fait ces derniers jours en engageant des actions ciblées sur certains territoires marqués par une augmentation particulièrement forte de l'épidémie. En Moselle, face à l'émergence du variant sud-africain qui représente 60% des cas positifs, la vaccination des professionnels de santé a été accélérée et la stratégie tester, alerter, protéger a été démultipliée. À Mayotte, où la situation a conduit à la mise en place d'un confinement qui sera prolongé pour au moins 15 jours de plus. À La Réunion, où, comme à Mayotte, nous déploierons les moyens humains et matériels nécessaires pour venir en soutien des structures de soins. Enfin, dans l'aire urbaine de Nice et dans l'agglomération de Dunkerque, où la circulation des niveaux 3 à 4 fois supérieurs à la moyenne nationale a été constatée et où un confinement sera mis en place le week-end à compter de ce samedi. Nous devions agir et nous l'avons fait avec le soutien des élus de ces territoires dont je veux saluer ici l'esprit de responsabilité. Le confinement le week-end est une mesure lourde, ce d'autant qu'elle se conjugue avec le couvre-feu maintenu à 18 heures. C'est une mesure intermédiaire dont nous espérons qu'elle permettra d'infléchir la tendance observée. C'est une mesure ciblée sur certains territoires où l'épidémie s'emballe, ce qui nous semble la bonne méthode pour pouvoir agir vite et fort là où c'est nécessaire, sans impacter des territoires où l'épidémie recule, il y en a, ou circule moins fortement. Et sur cette base, sur ce diagnostic, il apparaît aujourd'hui que la situation épidémiologique et hospitalière dans d'autres agglomérations ou départements suscite une vigilance maximale car ces territoires cumulent des indicateurs défavorables. Un niveau d'incidence élevé, autour ou supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants, une part de variants supérieure à 50%, une pression hospitalière proche du seuil critique et enfin une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement. Ces départements, au moment où je parle devant vous, sont au nombre de 20. Ils s'affichent sur la carte et concernent toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loir. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'inviter sans attendre tous les habitants à la plus grande vigilance et d'envisager, dans tout ou partie de ces territoires, des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point au terme de ces concertations la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars. Mes chers concitoyens, je mesure ce que peut être votre lassitude et peut-être même votre découragement alors que nous sommes engagés dans cette bataille depuis bientôt 12 mois. Le virus évolue et se transforme. Et certains d'entre vous peuvent se demander si nous verrons bientôt le bout de ce jour sans fin. J'en ai l'absolue conviction. Et cette conviction se fonde sur des premiers signes tangibles, des premiers motifs d'espoir, nous permettant d'envisager dans les prochains mois un retour à une vie normale. C'est la campagne de vaccination, c'est notre stratégie de dépistage que nous améliorons sans cesse, c'est aussi l'arrivée prochaine de nouveaux traitements. La campagne de vaccination se poursuit et s'amplifie.
À la fin de ce mois de février, toute proche, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à près de 3 millions de personnes, avec, là encore, le concours des élus locaux et des professionnels de santé que je veux remercier. Nous vaccinons beaucoup et surtout, je veux insister auprès de vous, nous vaccinons les bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui peuvent développer les formes les plus graves de la maladie, présenter des séquelles lourdes ou parfois en mourir. Vous le savez, il s'agit des personnes les plus âgées et ou présentant des pathologies appelées comorbidités qui les rendent particulièrement vulnérables à la maladie et que l'on retrouve dans les services hospitaliers. C'est pour cette raison que nous devons poursuivre la vaccination des personnes de plus de 75 ans et amplifier la vaccination des personnes atteintes de comorbidité, car les statistiques nous montrent qu'elles présentent de plus fortes probabilités d'être hospitalisées ou d'être gravement atteintes. Et cette stratégie se déploie. Si certains pays qui nous entourent ont à ce jour davantage vacciné que nous, la France est en tête pour la vaccination des personnes les plus exposées aux formes graves de la Covid, comme l'illustrent les graphiques à l'écran. L'âge moyen des personnes vaccinées est en France de 72 ans, contre 65 ans en Allemagne et 55 ans en Italie. Près de 80% des résidents des EHPAD, là où le taux de mortalité a été le plus élevé, sont désormais vaccinés. Plus du quart des personnes de plus de 75 ans a été vacciné. D'ores et déjà, nous constatons que le virus circule moins chez les personnes âgées qu'en population générale. Depuis 2 semaines, l'incidence baisse chez les plus de 80 ans quand elle augmente dans toutes les tranches d'âge inférieures. L'âge moyen des personnes admises en réanimation diminue. Cela montre que les effets de la campagne vaccinale commencent à se faire sentir sur nos concitoyens les plus âgés, donc les plus fragiles, qui sont désormais mieux protégés. Aujourd'hui marque une étape nouvelle avec l'entrée en scène des médecins généralistes et des pharmaciens. Dans un premier temps, les généralistes vont pouvoir vacciner les patients âgés de 50 à 64 ans atteints de comorbidité, soit un objectif de 2,4 millions de personnes. Avec le ministre des Solidarités et de la Santé, j'ai donné ce matin, symboliquement, le coup d'envoi de cette campagne. Et d'ici fin mars, les 2/3 des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées et nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans. Pour autant, nous dépendons de la fabrication et de la livraison des doses commandées par l'Union européenne et il faudra nous armer de patience. Mais je sais que vous mesurez ce chantier titanesque et sans précédent que représente pour l'industrie mondiale le fait de produire des centaines de millions de doses en un temps record, produire des vaccins eux-mêmes découverts en un temps record. Il n'en reste pas moins qu'à la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vues proposer une première injection. Olivier Véran et le professeur Alain Fischer reviendront sur cette stratégie vaccinale dans un instant. Nous pouvons aussi compter sur notre système de dépistage, la fameuse stratégie « tester, alerter, protéger » que nous ne cessons de renforcer. L'accès aux tests est facilité, notamment dans les établissements d'enseignement, avec le déploiement des tests salivaires qui doivent permettre rapidement de tester 300 000 enfants par semaine, c'est-à-dire près de 6 fois plus qu'aujourd'hui, et donc de mieux les protéger. Pour l'ensemble du pays, les délais de dépistage et de rendu des résultats continuent à se réduire. Le tracing, la surveillance des cas contacts est désormais quasi immédiat après l'identification d'un cas positif. Et le dispositif d'accompagnement à domicile des personnes isolées se déploie partout sur le territoire national.
Et là encore, je le souligne, pour la mise en œuvre de ce dispositif totalement gratuit. Un grand merci aux professionnels de santé, notamment dans les laboratoires, les caisses d'assurance maladie, les ARS, les collectivités locales et les associations. Troisième motif d'espoir, l'arrivée prochaine de nouveaux traitements qui pourraient permettre d'éviter l'apparition de formes graves de la maladie. Il s'agit notamment des anticorps monoclonaux qui vont vous être présentés par le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, après 2 semaines de baisse de la circulation du virus dans notre pays, nous enregistrons à nouveau une hausse assez sensible, quotidienne. Il y a plus de 25 000 cas, par exemple, diagnostiqués au cours des 24 dernières heures, contre 22 000 cas jeudi dernier. Nous pouvons dire que, hélas, en 1 semaine, nous avons effacé les 2 semaines de baisse qui avaient précédé. Cela n'est pas une surprise, cela n'est pas étonnant, et vous l'avez dit, cela se constate partout autour de nous, du fait de la pression qui est créée par la diffusion de ces fameux variants du Covid-19 dont on sait qu'ils sont plus contagieux. Si je devais résumer la situation, je dirais que grâce aux mesures de gestion que nous avons mises en place, et notamment le couvre-feu, le télétravail, grâce au respect des gestes barrières par les Français, nous arrivons à faire reculer encore le Covid-19 tel que nous le connaissions jusqu'à présent dans notre pays. Mais du fait de sa plus grande contagiosité intrinsèque, c'est-à-dire que le virus par lui-même est plus contagieux quand il est un variant, eh bien nous n'arrivons pas à faire reculer cette diffusion du variant qui, elle, augmente d'environ 40% par semaine et qui a pris une telle place aujourd'hui dans la circulation virale dans notre pays qu'il induit une hausse du nombre de nouvelles contaminations, ce que vous voyez sur ce graphe. Donc on continue de faire reculer le Covid-19 tel que nous le connaissions. On limite la contagiosité du variant, mais pas suffisamment pour éviter l'augmentation des cas. Je le redis, c'est un phénomène qui concerne tous les pays au sein desquels vont circuler ces variants. Sur la diapositive suivante, vous allez voir qu'en réalité, il y a un impact hospitalier lié à cette augmentation de la diffusion du virus, avec des hospitalisations qui avaient baissé. Alors, on ne voit pas encore la hausse des hospitalisations, mais on sait depuis 1 an que lorsque le nombre de cas augmente, eh bien, le nombre d'hospitalisations va finir par augmenter quelques jours après. De la même manière, la tension dans les réanimations reste forte dans notre pays. Vous voyez, on n'est pas réellement sorti de la 2e vague en termes de charges hospitalières et de charges de réanimation. Et les médecins, les équipes soignantes nous disent ô combien c'est difficile au quotidien de faire face à un afflux de malades. Vous l'avez dit, c'est une donnée tout à fait nouvelle et je pense fondamentale pour la suite, c'est que l'âge moyen des patients admis à l'hôpital, l'âge moyen des patients qui font des formes graves aux urgences ou en réanimation, cet âge moyen diminue de 6-7 ans en moyenne, c'est-à-dire que les patients en réanimation qui avaient plutôt 63 ans, désormais semblent se diriger vers une moyenne d'âge vers 55 ans. Ça ne veut pas dire que le virus est plus grave chez les jeunes, ça veut dire qu'il y a moins de personnes très âgées qui sont malades du fait de la vaccination et du fait que ces personnes sont protégées. Ce qui veut dire qu'on peut espérer, ce serait la suite logique, et nous le saurons bientôt, que pour 100 malades donnés, eh bien, il y ait moins de formes graves proportionnellement qu'auparavant. Ce serait évidemment une très bonne nouvelle. Je le disais, la diffusion du variant, elle concerne désormais tout le territoire national, avec une hétérogénéité qu'on voyait sur la carte de France, si on peut la remettre, qui fait qu'il y a des territoires qui sont plus ou moins touchés que d'autres, mais globalement aujourd'hui, plus d'1 cas sur 2 de nouvelles contaminations dans notre pays est lié à du variant anglais, et environ 5-6% des contaminations sont liées à du variant dit brésilien ou encore sud-africain. Voilà pour ces informations. Vous dire également que l'impact hospitalier dans certaines régions, il est plus fort que dans d'autres. C'est notamment le cas en région PACA ou en Hauts-de-France, et que nous sommes obligés d'organiser au quotidien ce qu'on appelle des évacuations sanitaires pour transférer des malades en état grave, souvent en coma, avec intubation, ventilation artificielle, d'un hôpital à un autre d'une même région, voire ça pourrait reprendre d'une région à une autre région, tant la charge hospitalière peut être importante par endroit, et cela justifie pleinement des mesures nouvelles qui ont pu être prises, que ce soit à Nice ou à Dunkerque, et qui pourraient donc être prises dans 20 départements supplémentaires dans les prochains jours. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, il faudra que cette constatation se fasse et que si nous constatons encore une hausse de la pression épidémique, des décisions soient prises. Un point effectivement sur la vaccination.
pour vous informer de l'état des lieux aujourd'hui des publics qui peuvent bénéficier de cette vaccination. Si vous avez, je le rappelle, 75 ans ou plus, que vous soyez si vous êtes en établissement pour personnes âgées en EHPAD, normalement vous avez été vacciné, puisqu'on a couvert 80% des personnes âgées en établissement collectif, et donc c'était la cible que nous avions fixée. Les 20% restants sont en général des personnes qui sont contre-indiquées pour la vaccination ou qui ont émis à plusieurs reprises un refus. 80%, c'est une très belle couverture de la population la plus fragile. Si vous êtes âgé de 75 ans et plus et que vous vivez chez vous, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous sur Internet, sur le site santé.gouv.fr ou par le numéro vert national ou en appelant directement le centre le plus proche de chez vous. Il y en a 1200 sur toute la France. Vous pouvez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner avec ce qu'on appelle les vaccins à ARN messager, c'est-à-dire les vaccins Pfizer et Moderna. La vaccination de ce public de 75 ans et plus se poursuit. Elle va se poursuivre en mars et nous espérons avoir terminé la vaccination de toutes les personnes âgées volontaires d'ici à la fin du mois de mars, permettant donc ensuite d'ouvrir la vaccination aux 65 ans et plus. Si vous êtes plus jeune, voire beaucoup plus jeune, mais que vous figurez sur une liste de personnes qui sont atteintes de maladies particulièrement graves, qui a été élaborée d'ailleurs par le professeur Fischer, et qui fait que vous êtes très fragile au risque du virus, vous pouvez aussi vous faire vacciner en centre de vaccination avec une prescription médicale, avec les vaccins Pfizer et Moderna. Si vous êtes âgé de 50 à 65 ans, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, et que vous êtes atteint de comorbidité, c'est-à-dire des maladies qui vous exposent à des risques de formes graves de Covid, vous pouvez contacter votre médecin s'il ne vous a pas contacté lui-même, et vous pouvez vous faire vacciner en cabinet médical de ville directement. Aujourd'hui, 35 000 Français ont été vaccinés par du vaccin AstraZeneca. C'est entre 3 et 4 fois plus que le rythme habituel de vaccination, du fait de l'ouverture pour ce public âgé de 50 à 64 ans atteint de comorbidité. Le professeur Fischer vous en parlera, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la population qui s'interroge légitimement et qui se demande quand son tour va enfin venir. Je parle des personnes qui ont entre 65 et 75 ans, qu'elles aient des maladies ou qu'elles n'en aient pas. Aujourd'hui, de fait, les vaccins à ARN messager Pfizer et Moderna sont réservés aux personnes les plus âgées parce qu'elles sont prioritaires. Et les vaccins type AstraZeneca ne sont pas autorisés aux personnes âgées de 65 ans et plus. Il y a une étude très intéressante dont le professeur Fischer vous parlera, qui permet d'espérer qu'en réalité, le vaccin AstraZeneca serait beaucoup plus efficace que ce qu'on redoutait, et notamment chez les personnes âgées, ça pourrait évidemment changer la donne. Sinon, sachez que si vous avez entre 65 et 75 ans, vous accéderez à la vaccination par les vaccins ARN messagers, quoi qu'il arrive, d'ici le mois d'avril. Si vous êtes résident dans un établissement hébergement collectif avec un handicap et que vous avez un accueil spécialisé, vous pouvez être également vacciné en AstraZeneca. Voilà pour l'organisation actuelle à date de la vaccination. Un dernier mot, effectivement, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas nous l'espérons, c'est sur le plan des traitements, et des traitements très innovants. Il en existe au moins deux sortes. D'abord, il y a ce qu'on appelle un traitement par interféron. L'interféron est un vieux médicament qu'on utilise dans différentes maladies et qui vient compenser des déficits d'interféron chez certaines personnes. Et l'interféron, finalement, c'est une manière pour l'organisme de réagir face à des infections. Et si vous êtes carencé en interféron, on peut vous administrer ce traitement et ça pourrait limiter le risque de formes graves. Ce sont des équipes françaises, notamment l'équipe du professeur Casanova, mais également les études qu'on appelle l'étude Coverage, qui est menée par l'équipe du professeur Malvy, qui a lieu dans toute la France et qui permet, dans le cadre d'une recherche clinique, dans un cadre protocolisé bien précis, à des personnes qui sont à risque de développer des formes graves de recevoir ce traitement. Nous saurons dans quelques semaines si ce traitement est efficace. La deuxième nouveauté thérapeutique, c'est ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Là aussi, des traitements très innovants. Il en existe plusieurs sortes. Je vous fais grâce de l'explication du fonctionnement de ces médicaments, qui est très complexe. Mais sachez que l'Agence nationale de sécurité du médicament a accordé ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation des anticorps monoclonaux pour limiter les risques de survenue de formes graves chez des personnes dont l'état de santé les expose à des risques particulièrement élevés de formes graves. Là, il ne s'agit pas à proprement parler d'études cliniques, on est déjà dans une pratique thérapeutique, évidemment encadrée. Quelques 83 centres hospitaliers ont déjà reçu des milliers
de ce traitement qui pourront commencer à être administrés avec prudence, initialement dans un cadre hospitalier pour des patients âgés de 80 ans et plus et qui ont des troubles de l'immunité. Mais la France, et c'est le premier pays européen à l'avoir fait, a commandé des dizaines de milliers de doses d'anticorps monoclonaux d'une génération supérieures qui arriveront en France d'ici à la mi-mars et qui nous permettront, je l'espère sincèrement, d'amplifier ces protocoles thérapeutiques et d'élargir la cible des publics qui pourraient bénéficier de ces traitements. Tout cela est fondé sur des études cliniques qui ont été faites notamment aux États-Unis et qui montrent qu'il pourrait y avoir une réduction majeure des risques de formes graves. J'ajoute que les premiers traitements que nous avons commandés, et ça ne fait pas de mal, ont été produits en Alsace, ce qui montre que la production des médicaments en France se porte bien de ce point de vue-là. Voilà, ce sont donc des pistes thérapeutiques intéressantes, des espoirs nouveaux qui permettront, nous n'en doutons pas, de renforcer notre arsenal de moyens pour lutter contre la diffusion de ce virus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai souhaité que des explications complémentaires vous soient données sur notre stratégie vaccinale et je demande donc au professeur Alain Fischer, qui, vous le savez, est le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, de bien vouloir s'exprimer à présent. Merci, Monsieur le professeur. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre, et merci, Monsieur le ministre. Donc, effectivement, aujourd'hui, une nouvelle phase de la vaccination s'est ouverte avec, comme cela vient de vous être indiqué, la possibilité pour les médecins généralistes, aussi les médecins du travail, de vacciner avec le produit AstraZeneca, donc qui est une nouvelle étape qui va permettre d'amplifier, de diversifier la vaccination. Donc, après tout, à l'occasion de cette nouvelle phase, c'est peut-être intéressant de faire un point sur les connaissances sur les vaccins dont nous disposons, car il se trouve que dans les 2-3 derniers jours, une série d'informations tout à fait positives viennent conforter l'intérêt d'utiliser ces vaccins, de les utiliser bien sûr de la façon la plus optimale possible et au bénéfice du plus grand nombre. En ce qui concerne le vaccin Pfizer, comme vous le savez, l'État d'Israël a commencé à vacciner massivement sa population et de façon assez rapide. Et aujourd'hui même est sortie une étude et publiée une étude dans le New England Journal of Medicine qui fait état des résultats de la vaccination chez les 500 000 premières personnes qui ont été ainsi vaccinées dans ce pays, comparé à 600 000 environ personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et cette étude montre que l'efficacité du vaccin est largement aussi bonne, confirme très largement, même un tout petit peu au-dessus, les données qui avaient été publiées lors des études de phase 3, avec, je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres, mais une protection contre la maladie, contre les formes sévères de la maladie, contre l'hospitalisation, contre les décès même. C'est la première fois qu'il y a des données qui concernent les décès, qui dépassent 90% des personnes. Donc c'est une excellente nouvelle. Alors un tout petit élément de prudence, c'est que par définition, ce sont des résultats qui sont fondés sur des études de court terme. Les quelques chiffres que j'indique se situent après l'administration de la seconde dose, qui doit être administrée, qui est indispensable pour obtenir ces bons résultats, 3 à 4 semaines après la première et 7 jours plus tard. Donc c'est évidemment une étude à court terme. Il ne peut pas en être autrement. Il faudra suivre au cours du temps ce qui se passe. Une seconde bonne nouvelle que l'on peut tirer de cette étude, de ce travail assez remarquable et très rapidement publié, ce qui est une très bonne chose, c'est le fait que les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes âgées de plus de 75 ans, les personnes âgées de 80 ans bénéficient également de cette protection comme des personnes plus jeunes. Et il était fait allusion tout à l'heure au remarquable succès, je pense, de la vaccination dans les maisons de retraite en France. Donc très vite, on devrait pouvoir, et déjà on en a entendu les premiers éléments, les premiers signaux, voir cela se traduire de la même façon en France avec un taux de protection des 80% de personnes déjà vaccinées qui permettra d'observer la réduction d'hospitalisation et de décès. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour toutes les personnes seniors qui ont été vaccinées ou qui vont être vaccinées. Donc voilà un premier élément. Ensuite, je souhaitais passer un tout petit moment pour évoquer la situation du vaccin Pfizer, du vaccin AstraZeneca. Je vous rappelle que c'est un vaccin qui est fondé sur le principe des adénovirus, qui sont des petits virus inoffensifs rendus incapables par ailleurs de se répliquer et qui ont été modifiés pour qu'ils permettent d'induire une réponse immunitaire contre ce qu'on appelle la spike, une protéine essentielle du virus pour enclencher, entre autres, la réponse immunitaire. Des premières études cliniques publiées de la
firme, AstraZeneca, qui a développé ce vaccin, montrait un certain taux d'efficacité, initialement 62%, mais si on réexamine leurs études avec de nouvelles publications, et lorsque ce vaccin est administré de façon optimale, il permet d'obtenir, après la première dose, un taux de protection de l'ordre de 76% et qui monte à 82% si on respecte un délai assez long dans le cas de ce vaccin, un délai de 12 semaines entre la première et la seconde injection. Donc des résultats plutôt encourageants. Néanmoins, il se trouve, pour des raisons que je trouve profondément injustes, je vais expliquer tout de suite, ce vaccin a relativement mauvaise presse en France. Il est considéré comme un peu moins efficace ou carrément moins efficace que les vaccins ARN comme le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna et de plus, moins bien toléré. Donc je voudrais très brièvement évoquer quelques faits qui indiquent que ceci n'est pas exact. Déjà, j'ai indiqué des pourcentages de protection de l'ordre de 80% qui sont excellents tels qu'ils ont été dérivés des études de phase 3, des études initiales. Et il faut y ajouter à nouveau des données qui sont, comme en Israël, intéressantes lorsqu'elles sont obtenues par vaccination, entre guillemets, en vie réelle, quand on a commencé à vacciner des populations. Et nous disposons depuis 48 heures de données qui viennent d'Écosse, puisque la Grande-Bretagne, globalement, a commencé à vacciner avec le produit AstraZeneca dès début janvier. Donc évidemment, à nouveau, ce sont des données court terme, mais de données assez encourageantes, puisque 3 à 4 semaines ou 4 à 5 semaines après l'administration de la première dose de ce vaccin, environ 400 000 personnes en Écosse, les données ont besoin encore d'être précisées, le travail n'a pas encore été accepté pour publication, mais enfin, il existe sous forme de préprint, donc on peut s'inspirer de ce qui a été relaté, de ce que l'on peut lire. Donc le taux de protection analysé à travers les hospitalisations, donc qui est un paramètre important évidemment permettant d'évaluer l'efficacité d'un vaccin, du vaccin AstraZeneca est égal, on va dire, donc il est même légèrement supérieur, mais il est égal au taux de protection assuré par le vaccin Pfizer qui a été administré environ à 700 000 Écossais. 700 000 Écossais Pfizer, 400 000 Écossais AstraZeneca. On est au même niveau de protection très élevé, au-dessus de 90%, donc c'est plus que dans l'étude clinique. Donc, ce qui est tout à fait remarquable et qui indique en fait que ce vaccin est un vaccin efficace, un très bon vaccin. Et information supplémentaire, même s'il faut être prudent dans l'interprétation parce qu'il n'y a pas absolument toutes les informations dans l'article tel qu'on peut le lire pour l'instant, il semble que ce vaccin soit efficace chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Je rappelle que jusqu'à ce jour, il n'y avait pas eu d'études analysant l'efficacité de ce vaccin au-delà de l'âge de 65 ans, d'où le fait que la Haute Autorité de Santé en France a préconisé son emploi avant l'âge de 65 ans. Donc, pour la première fois, il y a des résultats, en vie réelle, entre guillemets, et sur un grand nombre de personnes, de la vaccination de personnes âgées de plus de 65 ans jusqu'à 80 ans et au-delà, et avec une efficacité qui est également bonne. Donc, si ces résultats se confirment, on a là une excellente nouvelle, puisque là, cela pourrait suggérer que ce vaccin pourrait être proposé, préconisé pour les personnes âgées de 65 à 74 ans qui, dans l'immédiat, le ministre l'a rappelé il y a un instant, ne disposent pas d'un vaccin alors qu'ils sont à risque d'infection sévère. Donc, je sais que la Haute Autorité de Santé a été saisie par le ministère de la Santé pour évaluer cette situation, mais il ne peut être question de décision immédiate puisqu'il faut pouvoir se fonder sur des données très précises et complètement validées. Mais c'est un signe très encourageant. Donc voilà pour l'efficacité. Donc il n'y a pas lieu de considérer que ce vaccin est un vaccin entre guillemets de deuxième catégorie ou que sais-je qu'on a pu entendre. Il est tout à fait efficace. Il a sa place complètement dans l'arsenal de la vaccination. Le second point pour terminer concerne la tolérance de ce vaccin. Il est exact que des personnes jeunes de 20, 30, 40 ans qui ont été vaccinés avec l'AstraZeneca, ce sont de jeunes professionnels de santé tels que cela a été proposé il y a maintenant une dizaine de jours. Donc certains d'entre eux ont présenté dans les 48 heures qui suivent la vaccination une espèce de syndrome grippal, de la fièvre, des maux de tête, des frissons, donc une situation désagréable bien sûr, et pour certains qui a entraîné un arrêt de travail. Donc évidemment cela a créé un tout petit peu d'émoi, et chez certains une réticence, un retrait, mais je ne veux pas recevoir un vaccin qui va me rendre malade, même si c'est bref. Alors d'abord c'est bref, c'est pas grave, donc cela cesse sans aucune espèce de séquelle, donc c'est un premier point. Et surtout, il faut considérer qu'en fait il existe un moyen assez simple, même très simple,
de prévenir pour l'essentiel cette réaction excessive au vaccin, ce qui survient chez les sujets jeunes qui ont un système immunitaire très puissant, c'est tout simplement de prendre du paracétamol, un médicament que chacun connaît, d'en prendre un comprimé juste avant la vaccination et, si nécessaire, de continuer à le prendre pendant 48 heures, toutes les 6 heures, comme ce médicament est appliqué lorsque nous avons un syndrome grippal. Les Anglais ont montré que cette approche était efficace et donc doit provenir l'essentiel de cette réaction excessive. Donc finalement, que l'on considère ce vaccin AstraZeneca sous l'angle de l'efficacité ou sous l'angle de la tolérance, les données, en adaptant un tout petit peu l'application de ce vaccin, enfin en y ajoutant le paracétamol, les données sont tout à fait satisfaisantes. Il est efficace, il est sûr et il peut être administré. Donc il n'y a aucune raison de retarder l'application de ce vaccin aux personnes dont le ministre de la Solidarité et de la Santé a parlé il y a un instant, les professionnels de santé, donc les jeunes et moins jeunes, mais aussi, bien sûr, et eux n'ont d'ailleurs aucune réaction particulière, les personnes âgées entre 50 et 65 ans et qui ont des comorbidités, les 2,5 millions de personnes qui doivent être vaccinées dans les meilleurs délais. Donc je pense qu'il faut que nous soyons tous rassurés, mais les professionnels de santé et les personnes susceptibles d'être vaccinées par l'AstraZeneca, ce vaccin peut être utilisé sans aucune arrière-pensée et sans retard. Il en va du développement, selon le rythme nécessaire, du programme de vaccination en France. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour ces informations à la fois précises et encourageantes. Mes chers concitoyens, les 12 derniers mois que nous avons traversés resteront dans l'histoire comme une épreuve exceptionnelle. Exceptionnelle par sa nouveauté, exceptionnelle par sa dimension planétaire, exceptionnelle par les contraintes inédites qu'elle nous a fait subir, mais aussi par les ressources que nous avons su mobiliser pour y faire face. Des ressources scientifiques, des ressources médicales, des ressources financières, mais aussi morales et psychologiques. Cette épidémie nous a éprouvés, nous éprouve, par sa durée et sa dureté, par ses évolutions, souvent imprévisibles. Mais cette épidémie, nous en verrons le bout. La progression de la campagne vaccinale nous permet de nous fixer un cap, la fin du printemps. À cet horizon, la protection des plus vulnérables devrait nous permettre de réduire les effets de cette épidémie sur la population tout entière. D'ici là, nous devons tenir ensemble. Nous devons poursuivre nos efforts, rester vigilants à titre individuel, rester solidaires sur le plan collectif et savoir adapter nos mesures à l'évolution de la situation sans retard ni précipitation, dans la recherche des bons équilibres, dans le dialogue toujours avec les élus et les territoires, dans la transparence et la vérité, dans le respect de notre seul objectif, vous protéger. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition avec le ministre et le professeur Fischer pour répondre à vos questions. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Bastien Auger pour TF1 LCI. Dans les 20 départements que vous avez cités, qui vous inquiètent le plus, vous avez parlé de mesures similaires à celles qui ont été annoncées à Dunkerque et à Nice. Est-ce que ça veut dire que ce serait forcément des confinements le week-end, comme ce qui a été annoncé dans ces départements-là, ou est-ce qu'il est possible que ce soit, pourquoi pas, d'autres mesures, pourquoi pas, par exemple, des confinements en semaine, ou alors d'autres pistes que vous pourrez peut-être évoquer. Et par ailleurs, à l'inverse, si j'ose dire, puisque vous, pour l'instant, privilégiez la piste de mesures territorialisées, est-ce que dans les départements qui vous inquiètent le moins, il est envisageable d'alléger certaines mesures, pourquoi pas d'ouvrir les lieux culturels, notamment les musées? Merci. Très bien. Donc il y a 2 questions, on est d'accord, je réponds tout de suite. La nature des mesures que nous pourrions prendre, je vais être très précis, à l'échéance du week-end, pas celui-là, le suivant, après les concertations, si la situation dans ces départements, dans ces territoires venait encore à se dégrader, nous envisageons évidemment que ce soit des mesures de la nature de celles prises en concertation à Nice ou dans l'agglomération niçoise au sens large et à Dunkerque. Et nous verrons, là aussi, en fonction des réalités locales, puisque nous avons fait le choix, merci de le souligner, de la territorialisation, s'il y a lieu au cas par cas de prendre des mesures complémentaires. Nous nous adapterons à la réalité.
Malheureusement, j'allais dire sur le plan national, vous avez raison, il y a je l'ai dit, c'est ce qui justifie cette stratégie territoriale, il y a des départements, des zones urbaines où, effectivement, nous constatons des situations mieux maîtrisées, voire en légère baisse par rapport, vous savez qu'on raisonne en moyenne sur 7 jours. Néanmoins, l'évolution générale, globale, en France et en Europe, où vous voyez même les pays qui ont confiné durement observer une reprise des taux d'incidence, ne nous permettent pas, à ce jour, d'envisager des mesures de relâchement. Toutefois, vous avez raison, sur le principe, une approche territoriale, en fonction de l'évolution des données, devrait pouvoir nous permettre de prendre de telles mesures. Thierry Curté à France 2. Est-ce que, puisque vous adaptez le dispositif, vous pourriez aller jusqu'à, par exemple, attribuer un nombre de vaccins différents en fonction des zones les plus touchées et en fonction des zones les moins touchées, un peu plus dans les zones touchées, un peu moins en Bretagne et au Pays Basque, par exemple. Et puis, on a une actualité sportive ce week-end. Le 15 de France ne pourra pas jouer. Visiblement, il y a eu un certain nombre de choses qui se sont déroulées, notamment pendant les entraînements. Il a été conseillé au 15 de France de ne pas s'entraîner. Il semble qu'ils se soient entraînés. Pourrait-il y avoir des sanctions de la part du gouvernement si l'enquête était à charge contre, par exemple, les entraîneurs ou l'encadrement de l'équipe de France ? Alors, je vais demander à Olivier Véran de vous répondre sur l'allocation de doses vaccinales en fonction des réalités épidémiques. Je vous fais observer que j'ai déjà indiqué dans mon propos que nous avions recouru à cette technique, si je puis m'exprimer ainsi, notamment lorsque, c'est le cas de la Moselle, le variant sud-africain était plus important. Bon, je vais laisser à Olivier Véran le soin de compléter ma réponse. Oui, pardon. Oui, nous avons effectivement opté pour des stratégies territoriales là où c'était absolument nécessaire. Du vaccin ARN messager en Moselle, parce que là-bas, il y a du variant sud-africain qui circulait en quantité, et puis du vaccin à Nice et à Dunkerque notamment, mais pas que, en renfort, en supplément. Après, il faut savoir que nous avons fait le choix de vacciner en flux tendu dans notre pays. C'est-à-dire que dès que des doses arrivent, elles partent dans les territoires, elles sont dans les 1200 centres, chacun peut s'en rendre compte. Si vous allez sur le site data.gouv, vous verrez en open data la totalité des stocks dont dispose chaque centre dans notre pays aujourd'hui et dans les 6 semaines à venir. Vous pouvez le comparer au nombre de rendez-vous qui ont été pris par chaque centre pour vérifier qu'il y a une bonne corrélation entre les deux. Et vous pouvez suivre centre par centre le nombre de vaccinations qui ont été faites. Ce choix de la transparence, il était aussi pour garantir à chacun qu'il y avait un traitement, je dirais, égalitaire sur tout le pays. Maintenant, évidemment, quand vous êtes à Dunkerque, que vous avez 1% de la population qui tombe malade du Covid chaque semaine, et que vous avez des personnes âgées qui ne sont pas encore protégées, vous dites il faut qu'on intervienne. Donc il faut qu'on fasse un peu de réorganisation, un peu de redistribution, mais on ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Vous imaginez bien que si nous disions qu'on va enlever des vaccins dans tel endroit pour finalement en donner ailleurs et qu'on devait annuler un certain nombre de rendez-vous, ce serait... Voilà. Donc on le fait avec parcimonie quand la situation sanitaire le justifie et l'impose. Quant au 15 de France, vous avez posé cette question, évidemment, c'est un sujet difficile de ne pas pouvoir voir jouer le 15 de France. Avant de parler, cher monsieur, de sanctions, faut-il savoir exactement ce qui s'est passé? Je pense que les joueurs sont déjà eux-mêmes sanctionnés de ne pas pouvoir jouer, et je pense qu'ils en sont très malheureux. Donc le sujet, vous l'avez dit, est suivi de près par le ministère des Sports, en lien avec la Fédération française de rugby. Ne préjugeons pas en quoi que ce soit des suites qui pourront être données à tout ça. Il faut d'abord analyser et connaître. Encore une fois, je pense que la pénalisation, la sanction est déjà donnée avec l'impossibilité de jouer, comme vous l'avez rappelé. Oui, bonjour, Jérémy Marot pour l'AFP. 2 questions. La première, mardi soir, vous étiez à l'hôpital d'Argenteuil où seulement 30% des personnels soignants étaient vaccinés, non par faute de dose, mais plutôt par réticence. Comment vous expliquez que ceux qui sont au final les vitrines, les promoteurs de cette campagne vaccinale, soient aussi réticents à se faire vacciner? Et puis la deuxième concerne des expérimentations qui pourraient être menées, comme certains élus vous le demandent, pour ouvrir des restaurants, sous couvert bien évidemment d'un test négatif. Bien, je vais laisser le professeur Fischer le soin de répondre à votre première question. Vous avez quand même observé, puisque nous y étions ensemble dans cet établissement, qu'à chaque fois quand même qu'on a interrogé les professionnels de santé, en tout cas ceux que nous avons croisés, qui n'étaient pas vaccinés, mais
auxquels nous avons demandé s'ils avaient l'intention de faire, à chaque fois la réponse a été positive. Donc nous avons plein d'espoir. Mais c'est une vraie question, si je puis me permettre. Monsieur Fischer, qui connaît bien le sujet. Oui, c'est le sujet que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, qui est la survenue chez certains jeunes soignants de ces syndromes pseudo-grippaux a créé une certaine réticence. Je pense que quand même, le phénomène existe, mais il a été un tout petit peu amplifié. Et donc, encore une fois, il existe une possibilité technique simple d'y remédier. Et il me semble d'ailleurs qu'à travers de nombreuses rencontres et discussions que j'ai pu avoir au cours de ces derniers jours avec un très grand nombre de soignants par visioconférence en toute la France, j'ai l'impression que petit à petit, ce sentiment d'inquiétude ou de doute sur ce vaccin est en train de s'estomper. Donc je suis plutôt optimiste sur le fait que les choses repartent, mais il faut expliquer, réexpliquer, rassurer, parce que ce sont des faits solides, que ce vaccin est à la fois efficace et bien toléré si on l'administre avec du paracétamol. Je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il faut faire œuvre de pédagogie et nous, professionnels de santé, devons le faire en tout premier lieu. Peut-être sur les expérimentations, enfin je peux en dire un mot, parce que vous le savez, certaines ont déjà été décidées ou envisagées, notamment dans le champ culturel ou dans le champ sportif que nous évoquions tout à l'heure. Ce sont des expérimentations qui sont conduites évidemment sous le contrôle et dans le cadre de protocoles fixés conjointement avec les autorités sanitaires. Donc, vous avez rappelé aussi que des élus locaux, je crois que c'est dans votre question, en ont demandé. Nous tenons à les associer, mais s'agissant d'une question éminemment sanitaire, nous souhaitons que l'État conserve la direction, la conduite de ces expérimentations, c'est-à-dire à la fois leur méthodologie, leur suivi et ensuite les décisions qu'il aura lieu d'en tirer. S'agissant des restaurants que vous avez évoqués, évidemment, le sujet est aussi sur la table, mais un peu plus délicat dans la mesure où nous avons, là pour le coup, une littérature scientifique, je parle sous le contrôle du ministre de la Santé, démontrant évidemment qu'il s'agit d'établissements recevant du public où le maximum de précautions doit être pris, puisque, comme vous le savez, on ne peut pas porter le masque, mais il faudra, et c'est tout l'enjeu des progrès de la vaccination et de l'immunisation en France, envisager la réouverture évidemment de ces établissements également. Bonjour, Elisa Bertholomé pour BFM TV. J'ai deux questions. Vous avez parlé d'une surveillance renforcée dans 20 départements. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et question subsidiaire, à Dunkerque, le variant anglais a progressé très vite de 50 à 90%. Autrement dit, est-ce qu'il est encore temps d'attendre dans les départements que vous avez ciblés avant de voir si ces mesures sont efficaces ou pas? Et puis une question qui en découle, à partir de quel seuil de départements concernés peut-on considérer que la territorialisation n'est plus utile et qu'il faut passer à des mesures nationales? Autrement dit, si l'Île-de-France, la semaine prochaine, ça ne s'améliore pas, est-ce qu'on peut prendre des mesures supplémentaires dans la région capitale sans que ça concerne tout le pays? Merci beaucoup. Merci. Le ministre va vous répondre. Juste par rapport à la fin de votre question, dire on n'est pas tout à fait, pour ceux qui s'en souviennent bien, dans la situation de la fin du mois d'octobre, où nous avions dû, le président de la République, décider du confinement. Nous avions une véritable flambée épidémique à peu près nationale, c'est-à-dire une accélération beaucoup plus forte des cas constatés que nous ne l'avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un phénomène de montée réelle que j'ai décrite au début de mon intervention, mais qui est plus lente. Bon, ce qui nous permet, je crois, d'avoir des mesures fortes, mais adaptées et territorialisées, parce que, comme vous le savez, comme les cartes l'ont montré, elle n'est pas équivalente partout. Mais évidemment, si nous avions des flambées épidémiques constatées, sans doute que la logique territoriale, comme nous l'avions constaté précédemment, ne serait plus adaptée. Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Le meilleur exemple, c'est le Nord où j'étais hier. Dunkerque, une incidence, donc c'est le reflet de la circulation du virus, 900 cas pour 100 000 habitants sur une semaine. Lille, qui fait partie du même département, 76 d'incidence, 12 fois moins. Est-ce qu'on va apporter les mêmes solutions à Lille et à Dunkerque? La réponse, elle est non. Donc là, on est même dans de l'infradépartemental. On fait vraiment un travail à façon. Dans les Alpes-Maritimes, où j'étais samedi, c'est les deux aires urbaines de Nice et de Menton, c'est 88% de la population, mais ça veut dire qu'il y a une partie du département qui n'est pas concernée par les mesures de gestion et par le confinement le week-end, parce que c'est là qu'on constate aussi que le virus circule beaucoup. Donc cette territorialisation, je crois que les Français y aspirent.
je lis beaucoup ce qui est écrit, j'écoute beaucoup ce qui se dit, et les Français souhaitent qu'il y ait de la territorialisation, et autant que nous pouvons le faire, je pense que nous devons le faire. Ça, c'est important. Ensuite, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, on n'est pas aujourd'hui dans une exponentielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas une croissance fulgurante du nombre de cas qui fait qu'on est obligé de prendre des mesures en catastrophe. On est sur une croissance lente, une croissance réelle, et avec encore des choses qu'on n'explique pas complètement. Il y a encore des endroits, en France, en Allemagne, en Suisse, j'en discute beaucoup avec mes homologues ministres de la Santé européens, on se parle quasiment tous les jours, les uns les autres, où on constate qu'il y a beaucoup de variants, mais pas beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une corrélation systématique entre la présence des variants et la circulation du virus. Donc ça aussi, ça impose, pas ça impose, mais ça nous autorise à avoir cette espèce d'observation active, non pas de l'attentisme, mais une observation active. Et puis, je crois que les Français ont vraiment pris le message d'alerte sanitaire que nous lançons depuis quelques semaines. Et c'est encore une fois dans le comportement de chacun au quotidien qu'on peut faire reculer le virus et gagner du temps. Gagner du temps. Chaque personne âgée que nous vaccinons est une personne âgée qui n'est pas à risque d'aller en réanimation ou de décéder. Et c'est un lit de réanimation qui peut être utile pour d'autres patients, qu'ils aient le Covid ou qu'ils n'aient pas le Covid. Chaque jour que nous gagnons est un jour qui nous rapproche de périodes climatiques dont on sait qu'elles sont moins propices à la circulation du virus. Chaque jour que nous gagnons, ça nous permet d'expérimenter des traitements dont on pense qu'ils ont des chances, de toutes les chances de pouvoir être actifs et là aussi de limiter les risques de formes graves et donc de protéger la santé des habitants. Et chaque jour que nous gagnons, c'est un jour de moins de fermeture des commerces, d'attestation, de limitation. Nous tenons compte vraiment de toute la situation. La santé mentale des Français est une donnée préoccupante à laquelle nous tenons beaucoup. Les aspirations légitimes de maintenir un certain niveau de liberté, même dans un contexte épidémique difficile, évidemment que nous en tenons compte. Nous pesons toutes les décisions au trébuchet. Le confinement, c'est une mesure qui est prise lorsqu'il n'y a vraiment plus d'autres options, plus d'autres alternatives, que nous savons que l'hôpital est à risque de débordement, que rien n'arrêtera la course folle du virus. Nous parlons là aujourd'hui d'une croissance épidémique, certes, depuis 5 jours, importante, qui nous laisse imaginer qu'elle pourrait se poursuivre dans les prochains jours, mais qui n'est pas encore dans la situation dans laquelle elle était au mois d'octobre ou au mois de février et de mars de l'année dernière. Et je me permets juste pour compléter, j'enjoins vraiment les soignants à se faire vacciner, parce que c'est pour répondre aussi à la question tout à l'heure, ça me démangeait. Je suis moi-même membre de la famille des soignants, moi-même vacciné avec le AstraZeneca. Je me sens depuis, je n'ai pas relâché les gestes barrières, je n'ai pas enlevé le masque, je fais toujours autant attention qu'auparavant, mais je sais, il y a une petite partie de moi qui sait que j'ai commencé à être vacciné et que donc, et c'est plutôt sécurisant, vu la mission qui est la mienne aussi, que le risque de faire des formes graves, il s'éloigne, jour après jour. Les soignants, ils sont responsables, ils savent le fonctionnement d'un vaccin, ils savent aussi ce que c'est que le Covid, ils l'ont vécu. Moi, je les enjoins à faire confiance à la politique sanitaire de ce pays, à se faire vacciner. Vous savez, ce n'est pas un problème franco-français, c'est la même chose en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Espagne, où il y a généralement un peu de latence. Mais je suis convaincu, comme le professeur Fischer, que les soignants vont se faire vacciner massivement. Il y a quand même 10 000 soignants par jour qui reçoivent de l'AstraZeneca. 10 000 soignants par jour, ce n'est pas rien. Et dans les EHPAD, on constate qu'il y a encore un certain nombre d'établissements qui accueillent des personnes âgées très fragiles, très fragiles, où les soignants ne veulent pas se faire vacciner. Ça me pose, je vous le dis, un problème. Comme ministre, comme médecin, comme citoyen, il y a presque une question éthique derrière. Donc vraiment, il faut y aller, il faut se faire vacciner, c'est important. Allez, une dernière question, si vous voulez bien. Oui, monsieur. Jean-Rémy Baudot pour Europe 1. On a compris la stratégie de territoire par territoire. En fait, c'est la stratégie que vous aviez annoncée avant l'été, avant de caler avec la situation à Marseille. Est-ce que là, vous pensez vraiment avoir trouvé la solution pour éviter le confinement national? Et puis, permettez-moi juste de relayer une question de Michel Rose de Reuters. De plus en plus d'études confirment une efficacité quasi similaire des vaccins Pfizer et AstraZeneca dès la première dose. Seriez-vous prêt à espacer les doses pour accélérer le nombre de personnes immunisées? Donc ça, c'est pour M. Fischer qui va s'avancer. Oui, mais merci de la première question, parce que on a l'impression qu'on découvrerait maintenant les stratégies territorialisées de lutte contre la Covid. On les a utilisées déjà, vous l'avez rappelé. Là aussi, tout le monde, je crois, a collectivement progressé. Quand on a, je vous le rappelle, commencé par des stratégies territorialisées qui concernaient un certain nombre d'établissements recevant du public, je pense en particulier aux bars et aux restaurants, cela, avait suscité un certain nombre de réactions vives. Bon, c'était pourtant nécessaire. Bon, je constate que collectivement, nous progressons, puisque sur ces stratégies territorialisées, qu'encore une fois, nous avons déjà utilisées, on arrive à trouver
plus facilement des chemins, parce que je pense que nous avons tous ensemble appris de cette épidémie et que ce qu'on a pu prendre pour des mesures arbitraires ou technocratiques étaient en fait des mesures nécessaires pour la santé publique. Et puis l'État est là pour ça, pour dire à un moment donné, il faut agir. Bon. Ça renvoie à la question précédente. Il y a un moment où le degré de circulation virale, la flambée épidémique, ne nous permet plus de rester à un stade territorial. Parfois aussi, souvenez-vous, parce que cette épidémie que je commence à connaître, elle est évidemment pas simple. Non, voilà. Alors, ou vous faites tout depuis Paris, vous êtes centralisateur, ou vous adoptez des stratégies territoriales et ben c'est compliqué, on n'y comprend plus rien, c'est pas la même mesure qui va s'appliquer dans tel territoire, etc. Bon, évidemment, rien n'est simple, mais encore une fois, comme vient de l'expliquer parfaitement le ministre des Solidarités et de la Santé, la situation actuelle, qui est aussi, pour partie, pas toujours très bien explicable. Je pense que ces variants, ils les introduisent encore, on peut le regretter évidemment, mais c'est une réalité, des éléments de complexité dans l'analyse et dans l'appréhension des situations. Bon, vous allez avoir à données comparables, des conséquences comparables. Ce n'est pas toujours le cas. Bon, normalement, on se dit, bah oui, si le pourcentage de variants dans la totalité des cas constatés est le même dans 2 départements, on devrait avoir des taux d'incidence, l'évolution de ce qu'on appelle le R, c'est-à-dire la rapidité de progression de l'épidémie, à peu près identique. Alors, qu'il y ait des écarts, ça peut sûrement s'expliquer, mais des fois, ce sont des écarts considérables. Et d'ailleurs, vous le savez parfaitement, puisque toutes les données sont en ligne. Donc, voilà, nous agissons toujours avec ce respect de l'équilibre. Quand il faut agir, parce qu'on ne peut pas laisser l'épidémie flamber. Pour l'instant, vous avez raison, nous sommes dans une logique territoriale, d'action forte mais territorialisée, et nous aviserons, parce que c'est notre devoir, en fonction de l'évolution de l'épidémie. Monsieur le professeur, pour la deuxième question. Alors, c'est un sujet de débat qui n'est pas complètement clos, parce qu'on le retrouve dans la littérature scientifique pratiquement chaque semaine. Mais enfin, parce qu'il y a des arguments dans les deux sens, mais enfin, il y a aujourd'hui, je pense, pas un consensus, mais une opinion largement dominante de penser qu'il ne faut pas espacer la dose des vaccins ARN, donc de rester à ce qui est préconisé en France aujourd'hui, première dose et seconde dose 4 semaines plus tard. Les arguments sont, d'une part, le fait qu'il y a guerre d'informations sur ce qui se passe si on retarde la seconde dose. Quand je dis guerre, c'est qu'il y en a quand même une toute première qui arrive, qui vient des données écossaises, qui montre que pour les personnes, puisque la Grande-Bretagne a choisi, elle, contrairement au reste de l'Europe, a pris la décision de retarder l'administration de la seconde dose. Donc, pour les Écossais vaccinés par le vaccin Pfizer ARN, au bout de 4 semaines, j'ai indiqué qu'il y avait un très bon succès de la vaccination, mais à 6 semaines, il y a une perte de 20 points de protection. Donc, ce sont les premières données qui suggèrent qu'il ne faut pas attendre. D'autre part, dans les données israéliennes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure, j'ai indiqué que l'efficacité était absolument remarquable lorsqu'on l'observe 7 jours après le second vaccin. Mais si on regarde l'efficacité juste avant l'injection du second vaccin, il y a un décalage de 20 à 30 points à nouveau. Donc tout ceci sont des éléments pas absolument définitifs, évidemment, mais qui vont dans le sens de rester strictement dans le cadre de ce qui a été défini dans les protocoles, de ne pas s'écarter de ces protocoles, de ne pas aller dans l'inconnu. Ce d'autant, et Monsieur le Premier ministre vient de le rappeler, nous sommes dans le contexte des variants à l'égard desquels, même si pour le variant britannique, au moins les vaccins, que ce soit AstraZeneca ou Pfizer, fonctionnent très très bien, sont quand même une menace sur l'efficacité des vaccins. On ne peut pas se permettre de prendre de risques. Et enfin, tout dernier point, les personnes actuellement vaccinées sont des personnes âgées ou des personnes très malades dont le système immunitaire n'est pas aussi fort que celui de jeunes personnes chez lesquelles les vaccins ont été initialement testés. Donc il faut prendre aussi les maximums de précautions pour que ces personnes soient entièrement protégées. Donc il y a des arguments de raisonnement théorique et maintenant d'observation de par les différents pays qui ont adopté des stratégies différentes, qui tous ces arguments concourent sur le fait de maintenir cet écart à 4 semaines et pas au-delà pour les vaccins à ARN. Pour le AstraZeneca, c'est différent, on l'a vu tout à l'heure.
Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs.